Donc, je m'appelle Éric Baird, je suis économiste à l'Université de Bordeaux, co-animateur du département d'économie de l'Institut La Boétie avec Aurélie Trouvé. Et donc, ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est de discuter donc de l'économie dominante, ce qu'on appelle de manière générale l'économie néolibérale, et de voir quelles sont ses principales caractéristiques et en quoi la vision portée par les programmes successifs de l'avenir en commun s'en distingue, s'y oppose fortement, et en quoi, évidemment, cette vision-là est meilleure que celle du néolibéralisme, donc promu par Macron notamment, qui est un exemple quasiment chimiquement pur de ce néolibéralisme. Bon, alors, merci beaucoup quand même d'être là, parce qu'effectivement, la concurrence est rude aujourd'hui. Et donc, venir écouter un économiste en fin d'après-midi, c'est courageux, bravo. Donc, je vais essayer de rendre ça aussi intelligible que possible. Alors, quand on parle du néolibéralisme, il faut déjà avoir à l'esprit que le néolibéralisme, c'est différent du libéralisme. Le libéralisme, c'était une doctrine économique qui est apparue au XIXe siècle, où l'idée était, ce sont les marchés, c'est la concurrence, les marchés qui vont permettre le bonheur de tous. Et donc le marché serait en quelque sorte un ordre naturel. Alors, un marché, c'est quoi en économie? C'est un lieu où se confrontent une offre et une demande. Alors une offre, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre, et une demande, c'est quelqu'un qui veut acheter ce qui est produit. Et donc le prix est supposé équilibrer tout ça et nous faire vivre dans le meilleur des mondes possibles. Bon. Le néolibéralisme, c'est différent. Le néolibéralisme qui va s'imposer, alors qui est plus ancien, mais qui va vraiment s'imposer comme la doctrine économique dominante dans le monde occidental, notamment à partir de la fin des années 70 et au début des années 80, avec, pour faire simple, l'arrivée au pouvoir au Royaume-Uni de Margaret Thatcher et l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Ronald Reagan. Donc c'est eux qui vont vraiment mettre l'accent sur des politiques dites néolibérales. Alors le néolibéralisme, en quoi il se distingue du libéralisme? C'est que pour le libéralisme, l'État, en fait, c'est un empêcheur de tourner en rond. L'action de l'État, elle empêche les marchés de s'équilibrer, elle empêche l'économie de s'autoréguler. Le néolibéralisme considère que les marchés ne sont pas par eux-mêmes autorégulateurs. C'est-à-dire que si on laisse faire les marchés, on n'arrive pas automatiquement au bonheur sur Terre et à un équilibre qui satisfait tout le monde. Et donc, pour les néolibéraux, l'État a un rôle à jouer. L'État a un rôle à jouer, non pas comme acteur important de l'économie, mais comme devant se mettre au service des forces du marché. L'État, en quelque sorte, doit prendre des mesures pour faire en sorte que le marché fonctionne le mieux possible. Il doit aider, il se met au service du marché pour que celui-ci fonctionne le mieux possible. Donc le libéralisme, c'est le marché fonctionne très bien tout seul, l'État, surtout, il ne faut pas qu'il intervienne. Le néolibéralisme, c'est l'État intervient pour aider le marché à fonctionner du mieux possible parce que c'est pas ça ne se fait pas forcément naturellement. Bon. Donc, cet État néolibéral peut être un État fort. Hein. On le voit avec le macronisme. Hein. L'État macronien, il est fort. Fort au sens où il prend des mesures fortes, où il contraint, où il oblige, où il oriente les choses. Mais toujours avec comme objectif de servir les marchés. Alors, ces marchés-là, dont on parle, c'est pas une construction, enfin, c'est une construction sociale, un marché. Le marché, le marché économique, personne ne l'a rencontré. Hein, ce n'est pas le marché du dimanche matin où vous allez tracter ou faire vos courses. Donc, ce marché dont il est question, c'est une construction sociale. Mais quand on parle de marché, il y a effectivement des acteurs sur ces marchés, des intervenants. D'un côté, des entreprises qui produisent
des biens et des services, et de l'autre, bien des ménages ou d'autres entreprises qui achètent ces biens et services. Donc, dire que l'État est au service du marché, c'est en fait dire que l'État est au service des acteurs principaux sur ces marchés économiques. Et les acteurs principaux, ce sont les plus grandes entreprises. Donc, quand on dit l'État néolibéral, c'est un État qui se met au service du marché, il se met en fait au service des grands intérêts capitalistes, pour faire simple. Alors, le marché a ceci de très intéressant, de très particulier, ou que tout le monde le fait parler. On entend souvent dans les médias, par exemple souvent pour les marchés financiers. Les marchés financiers ont décidé que, les marchés financiers ont choisi, etc., etc. Bon, non, un marché ne choisit pas. Certains acteurs sur ces marchés qui ont une influence plus grande que les autres prennent des décisions qui ont des impacts, qui influencent celles des autres, par exemple, ça oui. Mais j'ai l'habitude de dire que le marché, c'est un peu comme Dieu. Alors c'est le Dieu des néolibéraux, le marché, mais c'est un peu aussi comme le Dieu de la religion que vous voulez, à savoir que personne ne l'a jamais vu, mais tout le monde le fait parler. Bon, le marché, le Dieu économique, c'est pareil. On dit le marché, il a besoin que, il faut qu'on fasse ça pour que le marché ou les marchés fonctionnent mieux, etc., etc. Face à cette vision-là, cette vision du marché néolibéral, il y a ce que l'on appelait auparavant l'État-providence. L'État-providence, le welfare state, c'est issu en fait des travaux de l'économiste anglais de la première moitié du XXe siècle qui s'appelait John Maynard Keynes. Et Keynes disait, en fait, le marché, les forces du marché, si on les laisse fonctionner sans les contrôler, eh bien, on n'arrive pas à une situation qui satisfait tout le monde, mais au contraire à une situation de grand déséquilibre où certains profitent beaucoup et d'autres perdent beaucoup. Et donc, l'État-providence, c'est quoi ? C'est le contraire de l'État néolibéral. L'État néolibéral, il se met au service du marché. L'État-providence, il a pour vocation de contrôler le marché, au contraire. De contrôler le marché et éventuellement de corriger certaines erreurs commises par les marchés. Donc, on voit déjà deux options différentes quant à la façon d'appréhender les questions économiques. Ceci étant posé, l'économie néolibérale, elle met l'accent donc sur les marchés et donc elle procède à ce qu'on appelle la marchandisation des activités humaines. Puisque pour les néolibéraux, quand il y a un problème, il faut créer un marché, avec des offreurs, des demandeurs, et la variable d'ajustement, c'est le prix. C'est le prix qui, en vertu de la soi-disant, je dis soi-disant parce qu'elle n'existe pas, loi de l'offre et de la demande, on vous a servi ça. Donc la loi de l'offre et la demande, ça dit quoi ? Ça dit que lorsque, pour un bien ou un service quelconque, l'offre de ce bien est plus importante que la demande, c'est supposé faire baisser le prix. Et inversement, quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Bon. Alors ça fonctionne, effectivement, dans certains cas, pour les titres financiers, pour le cours du pétrole, etc. Mais dans la très très grande majorité des cas, c'est pas comme ça que se fixent les prix. Quand vous allez à la boulangerie, le prix de la baguette, il ne dépend pas du nombre de baguettes qu'il y a derrière le boulanger et du nombre de clients qu'il y a dans sa boulangerie. Je suppose que vous n'arrivez pas à la boulangerie en disant « Tiens, on est 3, il y a 10 baguettes, j'en veux que 2, donc vous baissez le prix. » Bon. Et à l'inverse, je pense que vous feriez une drôle de tête si le boulanger il vous voit arriver, vous êtes 3, il lui reste 2 baguettes, et dire « Bon, alors qui les veut vraiment, ça va coûter plus cher. » Bon, vous voyez bien que ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment ? Parce que dans la très très grande majorité des cas, le prix d'un bien, il est fixé à partir de ce que ça coûte à produire, à partir des coûts de production,
Donc c'est le coût en main-d'œuvre, c'est, je sais pas, le coût en énergie, la location des bâtiments, des machines, etc., etc. Et là-dessus, ben, le producteur, il ajoute une marge qui va représenter son bénéfice. Hein. Et donc le prix, il est calculé comme ça, dans la très grande majorité des cas. Hein. Donc l'idée de marché autorégulateur qui s'ajusterait sous l'effet de la variation des prix, c'est une fable, très largement une fable. Ça fonctionne, comme je répète, hein, ça fonctionne dans certains cas, dans certains types de marchés. Le cours du pétrole, effectivement, il évolue en fonction de l'offre et de la demande. Le prix d'une action, il évolue en fonction de ceux qui veulent en acheter et ceux qui veulent en vendre. Bon. Mais, mis à part quelques cas particuliers comme cela, dans la très très grande majorité des cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc déjà, bon, on est dans une fable. Autre fable qui est, et d'ailleurs on va en utiliser une vraie fable qui montre bien la distinction qu'on peut opérer entre ces deux grandes façons de voir l'économie, le néolibéralisme d'un côté, et puis la version plus keynésienne, pour faire simple, on va dire la version avenir en commun. On peut présenter ça à l'aide, je vous dis, d'une fable de La Fontaine, que vous connaissez tous, La cigale et la fourmi. Bon, hein, vous connaissez tous l'histoire. La cigale, elle chante tout l'été, d'ailleurs on en entend, elle chante tout l'été, et puis l'hiver venu, elle va voir la fourmi pour avoir de l'aide. La fourmi, elle est sérieuse, elle épargne, hein, elle crée, elle garde, elle accumule, donc elle épargne, et puis ensuite elle pourra utiliser ce qu'elle a amassé. Dans l'économie, les fourmis, ce sont les néolibéraux qui n'arrêtent pas de dire on ne peut dépenser que ce que l'on a gagné. Bon, si je vous dis ça comme ça, tous vous me dites bah oui, c'est évident. Alors c'est évident pour nous, simples mortels et simples ménages, simple entité économique. Évidemment, vous comme moi, on ne peut pas durablement dépenser plus que ce que l'on gagne. Hein, sinon, à un moment, notre banquier va se rappeler à notre bon souvenir. Mais ce n'est pas forcément le cas pour un État. Un État n'est pas un ménage. Un État a des caractéristiques différentes et répond à des caractéristiques différentes. Bon, on va y revenir. Mais donc, l'idée, c'est que pour la fourmi, il faut économiser d'abord, et ce qu'on aura économisé, on pourra le dépenser. La cigale, à l'inverse, dit il faut, au contraire, on dépense d'abord, et c'est l'activité économique qui va créer plus de richesses, qui permettra ensuite de rembourser ses dettes initiales. Donc d'un côté, le néolibéralisme, si vous voulez, parce qu'une des grandes questions, j'aurais dû commencer par là, une des grandes questions en économie, quoi que vous vouliez faire, l'État veut investir, une entreprise veut investir, etc., etc. Comment vous financez une activité, et en particulier une activité productive? Comment vous financez ça? Il n'y a pas 50 façons. Soit vous utilisez, comme le recommandent les fourmis néolibérales, soit vous utilisez ce que vous avez accumulé précédemment, donc ce qu'on appelle de l'épargne, hein, soit à la mode cigale, vous dites, bien, c'est l'endettement, hein, qui va amorcer la pompe économique. Je m'endette pour investir, pour embaucher, pour acheter des machines, etc. Je produis, je vends, et si ça fonctionne bien, le produit des ventes va être supérieur à mon endettement initial, donc je pourrai rembourser ma dette, et il me restera quelque chose, mon profit, qu'éventuellement je pourrais réinvestir par la suite, si mon affaire marche bien, embaucher plus, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est la version keynésienne, et c'est là-dessus aussi que repose la logique de l'avenir en commun, et tous les débats qu'il y a eu à l'occasion de la présidentielle en 2022
mais aussi au cours des législatives 2022 et au cours des législatives surprises de juin-juillet dernier, ça tourne aussi autour de ces questions-là. Les macronistes disent la gauche, ça ne sait que dépenser, etc., etc. Bon. Et eux disent bah non, on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas gagné. Très bien. Donc le point de départ de l'analyse néolibérale, c'est il faut épargner. Plus vous épargnez, plus vous serez en mesure ensuite de faire des choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire, et ça permet d'expliquer toutes les politiques économiques néolibérales que l'on connaît et toutes les politiques menées par Macron depuis qu'il est arrivé en 2017, et d'autres avant lui. Par exemple, l'épargne, il y a 4 grands types d'épargne. Il y a l'épargne des ménages, vous et moi. La partie de votre revenu que vous ne consommez pas, c'est ce qui vous reste, c'est votre épargne. Bon. Il y a eu aussi une épargne des entreprises. L'épargne des entreprises, c'est toujours la même chose. Comment on calcule l'épargne ? On fait le total de tout ce que vous avez reçu, le total de tout ce que vous avez dépensé. Si vous faites tout ce que vous avez reçu moins tout ce que vous avez dépensé, il reste quelque chose qui s'appelle l'épargne. Bon. Pour une entreprise, tout ce qu'elle a reçu, c'est le produit de ses ventes. Tout ce que ça lui a coûté, ben, c'est ses coûts de production, main-d'œuvre et autres, coûts du capital. Et ce qui lui reste, c'est son épargne, c'est-à-dire à la fin, son profit. Okay ? L'État, pareil. Comment on calcule l'épargne de l'État ? Ben, en faisant la différence entre tout ce que gagne l'État, ses recettes fiscales, et tout ce qu'il dépense, les dépenses publiques, de fonctionnement, d'investissement, peu importe, et vous faites la différence entre les deux, et ça représente l'épargne. Alors, si elle est positive, c'est l'épargne, mais vous savez que l'État, il est toujours en déficit, donc l'État, il a plutôt une épargne négative, hein, puisqu'il est en déficit, donc il a une épargne négative. Et puis, vous avez aussi l'épargne étrangère. Là, c'est la différence entre tout ce que le reste du monde gagne vis-à-vis de nous et tout ce que le reste du monde nous doit. Et quand vous faites la balance, ben, si c'est un solde positif, le reste du monde a une épargne qui éventuellement pourra servir, qu'il pourra utiliser pour financer certains projets dans notre pays. Alors si on revient sur ces 4 formes d'épargne, l'épargne des ménages. Pour les néolibéraux, ce qui est important, c'est l'épargne. C'est ça qui va financer l'investissement productif, donc l'emploi. Tout le monde est d'accord en économie pour dire que ce qui est important, c'est la production. Parce que c'est la production qui va générer de l'emploi, qui va créer évidemment des biens et des services et qui va générer une distribution de revenus, donc qui va générer de la demande. Et si les biens sont achetés, des profits pour les entreprises qui pourront réinvestir et on crée un cercle économique vertueux. Bon. Mais les néolibéraux nous disent, pour avoir ce cercle économique vertueux, il faut accroître l'épargne présente dans l'économie parce que c'est elle qui va principalement servir à financer tout ça. Donc si on regarde pour les ménages, si vous voulez favoriser l'épargne des ménages, faire en sorte que l'épargne des ménages augmente, vous allez favoriser quel type de ménage ? Parce que dans les ménages, vous savez bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des ménages qui ont de l'épargne, il y a des ménages qui n'en ont pas. Donc les ménages qui ont de l'épargne sont les plus riches. Les ménages qui n'en ont pas sont les plus pauvres. Donc si votre idée c'est d'accroître l'épargne des ménages, vous allez cibler, vous allez mener des politiques économiques qui vont favoriser qui ? Les plus riches. Vous comprenez très bien le macronisme en fait. Vous êtes trompé d'université d'été. Donc, les plus riches. Donc, évidemment, et là, on comprend tout de suite toutes les politiques fiscales menées par Emmanuel Macron. Rappelez-vous, quand il arrive en 2017, première chose qu'il fait, suppression de l'ISF. Et dans le même temps, baisse des APL pour les étudiants. Ce qui montre bien ce qui est très cohérent dans son logiciel économique. C'est-à-dire que d'un côté, baisse de l'ISF, suppression de l'ISF et remplacement par un impôt sur la fortune immobilière, ça favorise les plus riches, ça augmente l'épargne des plus riches.
baisser les APL, bon, sur les étudiants, à la limite, ils s'en foutent parce que les étudiants modestes, ils n'ont pas d'épargne, donc ça ne les intéresse pas. Alors pourquoi on favorise les ménages les plus riches? En vertu d'une théorie que vous connaissez tous. Voilà, la théorie du ruissellement. Et vous savez tous que la théorie du ruissellement n'est en aucun cas une théorie, est une invention de conseiller économique de Ronald Reagan pour justifier des baisses drastiques d'impôts sur les plus riches. On a essayé de trouver une raison économique et on est arrivé avec la théorie du ruissellement. Alors à l'époque, Macron disait qu'il était contre la théorie du ruissellement. Lui, il était pour la théorie des premiers de cordée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est totalement différent. La théorie du ruissellement, c'est vous concentrer la richesse dans les mains des plus riches et vous dites, comme Bruno Le Maire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez utiliser cette richesse-là pour l'investir dans l'activité productive? Et Macron, avec ses premiers de cordée, c'est différent, puisqu'il dit il faut concentrer les richesses dans les mains des premiers de cordée, en espérant que ceux-ci vont l'investir dans l'activité productive et que ça fera de la distribution de revenus et donc que ça permettra à ceux qui suivent sur la cordée de voir leurs revenus augmenter et donc d'être tractés par les premiers de cordée. Donc vous avez compris que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que, voilà, on ne l'appelle pas pareil, mais bon. Sauf que ça n'a aucune réalité économique. Et il n'y a aucune étude économique qui montre le début d'un résultat de ce genre de truc. La seule chose qu'on a montré, alors attendez bien, vous êtes assis, parce que là vous allez voir, c'est un résultat économique très compliqué, c'est que si vous donnez plus d'argent aux plus riches, ils deviennent plus riches. Ça, c'est le seul truc qu'on a pu voir. Ah oui, l'économie, c'est compliqué. Faut s'accrocher parce que c'est pas simple. Donc, et c'est ce que l'on a constaté. Depuis le début des années 80, les inégalités ont augmenté de façon extrêmement importante, précisément sous l'effet de ce type de politique. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de ruissellement. Bon. L'idée, c'est on favorise les plus riches en espérant qu'ils vont bien vouloir utiliser ça dans la sphère productive, dans l'économie réelle, pour investir, pour produire des biens et des services, pour embaucher, et donc pour générer des revenus plus importants et alimenter la machine économique. Bon, ce que l'on a constaté, c'est que l'argent supplémentaire qui a été donné aux plus riches n'a pas été une partie, bien sûr, a été investie dans l'activité productive, mais une bonne partie a été aussi placée sur les marchés financiers et a alimenté la spéculation sur les marchés financiers. D'où, entre parenthèses, l'idée d'accroître fortement la progressivité de l'impôt et de faire payer les plus riches. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est proposé, c'est aussi pour réduire un petit peu cette spéculation sur les marchés financiers. Et assécher un petit peu, parce que les montants sont énormes, mais assécher un petit peu cette spéculation financière. Donc, ça, c'est pour l'idée d'augmenter l'épargne des ménages. Augmenter l'épargne de l'État. L'État, donc on a dit, il est en déficit tous les ans et donc selon Bruno Le Maire, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est un littéraire, il ne faut pas lui en vouloir. Il ne peut pas écrire des romans de gare et en plus être ministre de l'économie, donc c'est un peu compliqué. Et en fait, il ne comprend rien à l'économie, sincèrement. Enfin, il répète ce qu'on lui dit, je pense, mais je pense qu'il ne comprend pas trop les tenants et les aboutissants, sauf ce qu'il comprend bien, c'est les intérêts que ça favorise, ça oui. Et donc, l'État est en déficit, donc il a une épargne négative. Donc quand on dit qu'il faut accroître le stock global d'épargne dans l'économie, ça veut dire qu'il faut aussi réduire l'épargne négative de l'État. Et donc réduire l'épargne négative de l'État, ça veut dire réduire son déficit budgétaire. Et comment on arrive à ça? Eh bien, avec des politiques dites d'austérité. En fait, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de réduire le déficit budgétaire. Vous en avez au moins 4. La première, c'est de dire
bon, j'ai un déficit. Pour réduire ce déficit budgétaire, eh bien, je peux augmenter mes recettes. Donc, en jouant sur la fiscalité. Alors après, selon les gouvernements, vous allez choisir d'agir sur tel type de fiscalité, mais l'idée étant d'augmenter les recettes fiscales. Deuxième possibilité, au lieu d'augmenter les recettes fiscales, vous pouvez dire je vais baisser mes dépenses. Et donc là, vous dites on va réduire les dépenses. Vous pouvez faire les deux en même temps. Augmenter les recettes fiscales, baisser les dépenses publiques. J'ai dit 4, en fait, il y en a 5. Donc là, on est à 3 déjà. Et vous avez deux autres possibilités. C'est d'agir à la fois sur les recettes fiscales et à la fois sur les dépenses publiques, mais dans le même sens, c'est-à-dire augmenter les deux ou baisser les deux. Vous pouvez, par exemple, pour réduire votre déficit public, augmenter les recettes fiscales et augmenter les dépenses publiques. Mais il y a une condition. Il faut que la hausse des recettes fiscales soit plus importante que la hausse des dépenses publiques. Mais vous pouvez augmenter vos dépenses publiques tout en ayant pour objectif de baisser votre déficit budgétaire. C'est possible. Et vous pouvez faire l'inverse, c'est de baisser les deux. C'est-à-dire baisser les impôts, baisser les recettes fiscales et baisser les dépenses publiques. Mais dans ce cas-là, il y a une condition aussi, c'est qu'il faut, cette fois-ci, baisser les dépenses publiques plus rapidement que la baisse de la fiscalité. Alors, parmi ces 5 possibilités, le macronisme, lui, a choisi quoi? La dernière. Baisser les dépenses publiques et surtout ne pas augmenter les impôts, voire même les baisser. Alors, c'est très logique, là aussi, avec ce logiciel économique. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que l'idée, ici, c'est de réduire le poids, la capacité d'agir de l'État. Donc de réduire la taille du budget de l'État. Avec le cas précédent, vous augmentez les recettes et vous augmentez les dépenses, on peut arriver au même résultat qu'en baissant les dépenses, en baissant les recettes. Sauf que dans le premier cas, vous aurez augmenté la taille du budget de l'État, donc la capacité de l'État à intervenir dans l'économie. Dans le deuxième cas, ce que font les macronistes, vous réduisez la taille du budget de l'État, et donc vous réduisez la capacité de l'État à intervenir dans l'économie. Si vous réduisez ces recettes et que dans le même temps vous voulez baisser le déficit, vous êtes obligé de couper encore plus dans les dépenses publiques. Et dans quelles dépenses publiques? Eh bien les dépenses sociales, ce sont celles sur lesquelles on peut agir le plus rapidement avec un effet le plus visible aussi. Et c'est ce dont ne se privent pas Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Les dernières réformes de l'assurance chômage, c'est une volonté de réduire la dépense publique. La réforme des retraites de l'an dernier, c'est aussi une volonté de réduire la dépense publique, etc., etc. Donc, on a, vous voyez, et là encore, dans l'idée de réduire le déficit public, donc d'accroître le stock global de l'épargne dans l'économie pour faire tourner l'économie. Si on regarde les entreprises maintenant, les entreprises, elles, leur épargne, c'est leur profit. Donc, vous savez que dans la Startup Nation, on est pro-entreprise. Ça ne veut pas dire qu'à gauche, on est anti-entreprise, mais tout est mis en place pour faire en sorte que les entreprises accroissent leurs profits. Bon. Alors comment vous faites ça? Là aussi, il y a deux manières. Soit vous essayez de réduire les coûts des entreprises, soit vous essayez d'accroître leurs recettes, donc les ventes des entreprises. Sur quoi ont axé principalement les politiques néolibérales? C'est sur la réduction des coûts de production. Ce qui est à la base de ce qu'on appelle les politiques de compétitivité. Ils ont tous ça à la bouche, les politiques de compétitivité. Bon. Et ces politiques de compétitivité, elles passent principalement par la baisse des coûts de production. Et dans les coûts de production, il y en a un sur lequel on joue très régulièrement, c'est le coût du travail. Alors, on peut jouer directement sur le niveau du salaire minimum, voilà, mais on peut agir aussi là-dessus à la réduction du coût du travail par d'autres biais, par un assouplissement du droit du travail, par de l'emploi plus précaire, par
Pardon ? L'inflation est un moyen, alors c'est un moyen indirect, hein, parce qu'on ne décrète pas comme ça, tiens, je vais fixer l'inflation à tel niveau, mais c'est un moyen qui peut effectivement aider. Bon, toujours est-il que l'idée, c'est de réduire ses coûts de production pour être plus compétitif. Alors, cette politique-là, elle peut être efficace si vous êtes tout seul ou si vous êtes peu nombreux à faire ça. Mais aujourd'hui, tout le monde fait ça. Donc, prenons un exemple très simple. Pour gagner des parts de marché, si j'arrive à baisser mes coûts de production de 10%, admettons que ça me permet de baisser mes prix de 10%. Donc, je vais être 10% moins cher que mes concurrents. Du coup, je devrais gagner des parts de marché. Ça va faire augmenter mes bénéfices, qui est l'objectif recherché. Mais si tout le monde... Alors, si je suis tout seul à faire ça, oui, je vais faire des bénéfices, mais sur le dos des autres. Si tout le monde fait ça, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. La plupart des économies avancées, ou soi-disant avancées, mènent ce type de politique économique aujourd'hui. Le résultat est que ça va avoir l'effet inverse de celui qui est escompté. Je m'explique. Si tous les pays disent on baisse nos coûts de production de 10%, donc tout le monde réduit les coûts de production de 10%, donc tout le monde est en mesure de baisser ses prix de 10%, dans l'exemple que je prends, très simplifié. Résultat, personne ne va piquer de part de marché à personne. Donc les profits ne vont pas augmenter. En revanche, il y aura eu 10% de revenus distribués en moins dans l'économie. Le produit de cette baisse des coûts de production. Et s'il y a 10% de revenus en moins distribués dans l'économie, eh ben c'est 10% de consommation en moins dans l'économie. Et donc, au contraire, les profits risquent de baisser. Et c'est plutôt dans ce type de situation que l'on est aujourd'hui, avec des politiques de compétitivité qui, de temps en temps, peuvent permettre à certains effectivement de s'en sortir, mais qui, globalement, conduisent à un rétrécissement de la demande, puisque les revenus distribués diminuent ou en tout cas stagnent, et du coup, les entreprises n'arrivent pas à vendre ce qu'elles produisent. Dans certains pays, ils ont commencé à s'en rendre compte. En Allemagne, même le patronat a commencé à demander des hausses de salaire. Ils se sont bien aperçus qu'au bout d'un moment, bon, c'est bien, vous pouvez baisser les coûts de production, produire à un coût de plus en plus faible, proposer le meilleur produit à un prix imbattable, mais si en face, vous n'avez pas une demande solvable, si en face, les gens ne peuvent pas acheter, ça ne sert à rien tout ça. Et donc, c'est l'impasse dans laquelle on est également. Et donc, ce qui permet de comprendre par opposition pourquoi le programme du NFP, par exemple, le programme économique du nouveau Front populaire, propose au contraire d'augmenter les salaires. D'augmenter les salaires pour précisément alimenter une demande qui normalement doit entraîner, parce que si la demande augmente, les entreprises se disent tiens, il y a des perspectives de vente, donc je vais augmenter ma production, je vais pouvoir embaucher plus, donc ça va faire une distribution de revenus supplémentaires, et là vous créez un cercle économique vertueux. Alors effectivement, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'il faut augmenter comme production et ce qu'il faut baisser, parce que bien évidemment, dans ce que je dis, l'idée n'est pas de développer n'importe quelle production, n'importe comment, juste pour alimenter de la demande, alimenter la machine économique. Bien évidemment non. Tout cela doit être intégré dans le cadre de la réflexion en termes social, écologiques. Évidemment, il y a des productions qui sont à développer, mais d'autres qui sont au contraire à diminuer, voire à supprimer. Dernière épargne, l'épargne du reste du monde. Eh bien, la France se targue, là encore, vous allez dire que j'en ai après Bruno Le Maire, mais il faut dire qu'il cumule tellement depuis tout ce temps-là. Bruno Le Maire se vante, oui, on accueille les investissements étrangers, on est le pays qui accueille le plus d'investissements étrangers en Europe, etc., etc. Les investissements étrangers, c'est quoi ? C'est ça, c'est de l'épargne étrangère qui vient se placer en France, s'investir en France,
Bon, alors ça peut avoir parfois un intérêt. Il faut aussi savoir que une bonne partie de ces investissements étrangers, en fait, servent à racheter des boîtes françaises. Donc, en termes de souveraineté économique, c'est pas la panacée, hein. Alors, on fait des conditions extrêmement favorables en baissant la fiscalité, etc., pour attirer ces capitaux. Mais si c'est pour que, in fine, ils rachètent les entreprises françaises, pour éventuellement plus tard délocaliser la production ailleurs, etc., je ne vois pas bien où est le gain à long terme de ce type de politique. Donc là, j'ai brossé très rapidement et à gros traits, bien évidemment, mais la logique de toutes les politiques économiques menées par des gouvernements néolibéraux, et nous on en a malheureusement l'exemple avec Macron. On retrouve tout ce qu'a fait Macron là-dedans, hein. Baisser, participer à réduire les coûts pour les entreprises, mener des politiques d'austérité, de baisse des dépenses publiques, hein. Je rappelle que le gouvernement démissionnaire envisage déjà travaille déjà sur le prochain projet de loi de finances et commence déjà à dire que hop, on va avoir une baisse de dépenses publiques de 10 milliards d'euros. Bon, j'aurais tendance à dire qu'un gouvernement démissionnaire, il démissionne et puis il laisse les autres faire un budget qui ne soit pas une purge comme ce qui est annoncé. Bon. Donc, alors, toutes ces politiques, c'est pas Macron qui les a inventées, hein, il s'inscrit dans la lignée de ce qui a été fait auparavant. Malheureusement, en France, on a mis au pouvoir un gars qui nous fait du thatchérisme avec 40 ans de retard, quoi. Maintenant où tout le monde se dit que le néolibéralisme, quand même, c'est pas la panacée, bah lui, il y va à fond. Bref. Donc, évidemment, en face, il y a autre chose. Et puis, pardon, j'oublie, autre chose qui est important dans la logique économique dominante, c'est la dépolitisation de l'économie. Le néolibéralisme repose sur l'analyse sur l'individu. En fait, tout ressort de la responsabilité individuelle. Et là, rappelez-vous certaines sorties de Macron, hein, c'était son surmoi ou son inconscient qui parlait. Quand il disait à un jeune, pour trouver un emploi, il suffit de traverser la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu es au chômage, c'est de ta faute. C'est de ta faute parce que tu n'as pas été assez méritant, parce que, vous savez, le mérite, ça, cette notion aussi très qui parle à tout le monde, hein. Parce qu'évidemment, si vous dites on récompense les méritants, ça me parle, parce que moi, je me considère méritant, donc c'est à moi que ça s'adresse. Le mérite, c'est un moyen aussi de dépolitiser les relations économiques et de figer aussi des situations sociales, hein. Parce qu'évidemment, le mérite de monter ma boîte et de réussir, c'est... Est-ce que j'ai autant de mérite si je pars de rien ou si je suis le fils de Bernard Arnault, hein? Donc, le mérite, c'est une notion aussi qui renvoie donc toujours à l'individu, à la responsabilité individuelle, mais qui évite d'intégrer la dimension sociale. Donc, tout est de l'ordre de la responsabilité individuelle. La baisse des allocations chômage, ce qui est avancé parfois, c'est de dire c'est pour lutter contre la logique de l'assistanat. Hein, vous savez, les pauvres assistés, parce que... et donc, évidemment, si on leur coupe les vivres, là, ils vont se prendre en main, hein, et puis ils vont aller bosser plutôt que de se complaire avec un chômage qui leur permet de passer des vacances 2 ans aux Bahamas, comme disait Christophe Castaner il y a quelques années. Oui, il a dit ça. Donc, les allocations chômage, c'était pas fait pour aller passer 2 ans aux Bahamas. Si vous connaissez un chômeur qui fait ça, présentez-le-moi, parce que je serais curieux de le connaître. Donc, ce genre de choses, ça permet de renvoyer toujours la faute à l'individu, hein. Si vous êtes malade, c'est de votre faute. Si vous êtes au chômage, c'est de votre faute, etc., etc. Bon, en tout cas, c'est au moins en partie de votre faute. Donc, la puissance publique n'est pas là pour vous assister parce que vous êtes responsable de vos actes.
Et ça, comme je vous dis, ça dépolitise totalement l'économie. Et en face, bien évidemment, l'économie que l'on défend, c'est une économie politique. Parce que toute décision économique, de politique économique, est à la base une décision de politique tout court. Parce que quand vous décidez de mener tel ou tel type de politique économique, ça va favoriser certaines catégories de personnes, ça va défavoriser d'autres. Donc ça repose sur des choix, des choix politiques. Et c'est en prenant ça en considération que l'on peut proposer une vision économique qui s'oppose à la vision néolibérale. À partir du moment où vous raisonnez en termes de groupes sociaux qui ont des intérêts divergents, bien, vous êtes déjà, un, plus en prise avec le réel, et deux, vous remettez l'économie à la place qui devrait être la sienne. Et la place qui devait être la sienne, c'est Keynes qui le disait, qui était pourtant le plus grand économiste du XXe siècle, il disait l'économie, c'est une science secondaire. Dans la voiture, elle devrait être à l'arrière, au siège passager arrière. L'économie, ça devrait avoir comme objectif de participer à la satisfaction d'un certain nombre de besoins que collectivement on juge importants à satisfaire. Ces besoins peuvent être matériels, bon, se loger, se nourrir, avoir accès à la santé, à la culture, etc., s'éduquer, etc., etc. Mais ces besoins sont aussi immatériels. C'est tout simplement l'idée de pouvoir vivre une vie qui soit digne, qui ait un sens à mes yeux. Donc, si vous présentez l'économie comme ça, l'économie n'est qu'un moyen parmi d'autres d'aider à réaliser ce genre de choses. Parce que dans l'économie dominante, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pour faire des choses, on ne peut dépenser que ce que l'on a, donc il faut avoir un gâteau des richesses qui grossit. Et le gâteau des richesses qui grossit, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le PIB, produit intérieur brut. Ça parle à tout le monde? Le produit intérieur brut, c'est très simplement toutes les richesses qui sont créées dans un pays pendant une année donnée. Bon. Et ces richesses, bien évidemment, elles sont distribuées. Et elles sont distribuées, pour faire simple, entre travail, entre salaire et profit. Donc entre le travail et le capital. Entre salaire et profit. Et la répartition, selon la répartition que vous allez faire, si vous faites une plus grosse part aux uns ou aux autres, ce n'est pas la même chose. Donc, les néolibéraux nous disent, bien, si on veut plus aider les plus pauvres, on ne peut le faire que si on fait grossir la taille du gâteau. Donc l'idée, c'est qu'il faut de la croissance. Et toujours, l'objectif, c'est la croissance économique. Et on nous serine à longueur de temps que s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas faire. Bon. Sauf que ce qui importe au moins autant, c'est pas de faire grossir la taille du gâteau, c'est de faire des parts plus équitables. Donc c'est l'opposition souvent entre la croissance et la répartition. Qu'est-ce qui prime? Les néolibéraux vont dire il faut de la croissance, parce que si le gâteau est plus gros, on pourra faire des parts plus grosses pour tout le monde. Donc on pourra avoir plus d'égalité. Sauf que comme ils dépolitisent l'économie, ils ne prennent pas en compte la question de qui tient le couteau pour faire des parts. Et ça, c'est au moins aussi important. Parce que selon que vous allez faire des grosses parts à un petit nombre et puis partager les miettes à tout le reste, ou vous allez faire effectivement des parts égales, vous n'êtes pas du tout dans le même type de société. Donc c'est pour ça que la question de la répartition est importante. Et c'est pour ça que quand on défend une autre logique économique, l'économie au service de la satisfaction des besoins, c'est une économie aussi qui va soutenir la demande. Donc c'est une économie qui a besoin que les revenus augmentent. Que les revenus augmentent pour alimenter justement cette demande et pour aider la population, toutes les classes sociales, à satisfaire ces besoins essentiels, ceux sur lesquels collectivement on se met d'accord. Et donc toute la logique économique
qui découle de l'avenir en commun sous ses différentes versions et du programme du NFP aujourd'hui, elle repose là-dessus. Hein. Elle repose là-dessus. Et donc elle repose sur l'idée que on est collectivement dans une société, donc chacun, c'est un peu banal de dire ça, mais doit contribuer à hauteur de ses moyens, hein, pour que tout le monde puisse accéder aux besoins et satisfaire les besoins qu'on a jugés comme étant essentiels. Après le reste, une fois que tous ces besoins sont satisfaits, chacun fait ce qu'il veut. Après, hein, la liberté de chacun de dire, moi, ce qui me plaît, c'est d'être au bord du lac et de rester là. L'autre, moi, c'est de m'acheter une bonne bagnole, bon, si vous voulez, à condition qu'elle ne pollue pas trop, si c'est possible, etc., etc. Donc, vous voyez bien qu'on est dans des logiques très, très différentes. Et d'un côté, celle que l'on défend ici, une logique beaucoup plus collective, où notamment les services publics doivent avoir un financement collectif, face à la logique néolibérale, qui est une logique très individualiste. Hein. Je vous ai dit que tout reposait sur l'individu. Et en fait, dans cette logique-là, l'individu doit financer le service qu'il utilise. Hein. Parce que, vous savez bien, on vous dit, si c'est gratuit, vous allez gaspiller, etc., etc. Bon. Donc on a vraiment deux modèles de société différents. Hein. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, hein, on parle de séparatisme souvent, mais aujourd'hui, vous le savez, le séparatisme, c'est le séparatisme des riches, qui justement veulent s'exonérer de leur contribution collective pour financer un certain nombre de choses, parce qu'ils se disent, moi, financer le chômage, je m'en fous, j'y serai pas. Financer la santé publique, je m'en fous, parce que je peux me payer, avec l'argent que j'ai, je peux me payer une clinique privée où je serai bien soigné. Bon, et donc, ce sont des logiques très égoïstes. Et c'est de ça dont il va falloir arriver à se défaire. Parce qu'évidemment, ça a gangréné quand même, hein, la pensée. Bon, puis vous rajoutez BFM, CNews et compagnie qui, matin, midi et soir, vous moulinent les mêmes âneries. Remettre du collectif, remettre donc du politique au sens noble du terme, c'est ce qui est porté par la logique économique qui est celle qui est portée par l'avenir en commun. Je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé. Je vous propose de m'arrêter là et puis peut-être qu'on continue sur la dernière demi-heure, 35 minutes, par des questions, répondre à vos questions. J'ai certainement omis d'aborder des points que vous auriez voulu voir abordés, ou peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires dans ce que j'ai raconté. Donc, n'hésitez pas, il y a un micro qu'on va vous faire circuler. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Et en vous remerciant de votre attention. Il y en a une là, une après. J'avais une question par rapport à l'inflation, parce que souvent, on nous dit oui, mais les politiques de relance, quand on donne de l'argent aux gens, ça fait mécaniquement, ça fait de l'inflation. Alors bon, on peut rétorquer un peu facilement que manifestement le néolibéralisme aussi, mais voilà, comment est-ce que concrètement on peut lutter contre ça? Alors, très bonne question. Et je vais y répondre, hein, mais je renvoie aussi à deux très bonnes notes qui ont été faites par l'Institut La Boétie. Si vous allez sur le site de l'Institut La Boétie, vous les retrouverez, hein, sur une rubrique les notes, et vous les retrouverez. Il y en a eu deux, au moins deux ou trois, qui ont été faites sur l'inflation et qui expliquent ça. Alors, l'inflation, l'argument qu'avancent les néolibéraux pour dire l'inflation c'est le mal absolu, c'est précisément que si on augmente les salaires, ça augmente les coûts. Et donc, pense-t-il, mécaniquement, ça va augmenter les prix. Et donc, on serait dans une spirale prix-salaire. Les salaires augmentent. C'est pour ça qu'ils refusent, quand il y avait eu cet épisode inflationniste qui a démarré fin 2021, et que justement à LFI et d'autres, on n'arrêtait pas de dire il faut augmenter les salaires, il faut indexer au moins les bas salaires sur l'inflation pour ne pas perdre en termes de pouvoir d'achat, parce que si les prix augmentent plus vite que vos revenus,
tout le monde comprend bien que vous pouvez moins acheter de choses, donc vous perdez en termes de pouvoir d'achat. Donc, ils n'ont pas voulu. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était si on augmente les salaires, ça augmente les coûts de production des entreprises, donc les entreprises vont augmenter les prix, donc après il y aura demande de hausse de salaire, et on va avoir une spirale. Voilà. Bon. Sauf que, là encore, il faut toujours regarder les faits. Parce qu'en économie, il y a la théorie, hein, et comme disait Pierre Desproges, il disait que lui, il aurait bien aimé vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout est possible. Mais il y a la pratique, il y a les faits, hein, qui confrontent aux théories et qui parfois invalident certaines approches théoriques. Et là, l'épisode inflationniste, ce qui a été constaté, ce qui a été montré, ce que l'on a montré dans ces notes-là notamment, mais d'autres l'ont fait aussi, ce qui a même été reconnu par Olivier Blanchard, qui est un ancien économiste en chef du FMI qu'on avait convié au débat lors des journées économiques de l'Institut La Boétie qu'on avait organisé au mois de janvier dernier. Dans un débat justement avec Aurélie Trouvé, Blanchard avait reconnu que les causes de l'inflation, c'était non pas la hausse des salaires, mais la hausse des profits. L'inflation, elle était alimentée par les profits. Et elle était alimentée par les profits comment ça s'est passé ? Effectivement, il y a eu des hausses de coûts à partir de... Alors, on a coutume de dire c'est la guerre en Ukraine qui déclenche ça. Mais ça a commencé dès la fin 2021. Hein. Donc, effectivement, la guerre en Ukraine a accéléré certaines choses, mais ce processus-là commençait avant. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Qu'il y avait des hausses du prix de certaines matières premières, etc. Donc évidemment, mécaniquement, ça augmente le coût pour les entreprises. Les entreprises ont augmenté leur prix pour pas réduire leur marge de profit. Mais si vos coûts augmentent de 5%, vous augmentez vos prix de 5%, ça veut dire que votre marge, elle reste identique. Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans un certain nombre de secteurs, assez identifiés. Alors il y a eu parce qu'il y avait ça a été aussi la conséquence de la reprise économique post-Covid et du fait qu'il y avait des pénuries de certaines matières, certains composants, etc. Donc ce qui entraînait des pénuries et qui a poussé à la hausse du prix de certains biens. Donc le secteur du transport maritime a vu ses coûts augmenter, mais il en a profité pour augmenter ses prix dans des proportions bien plus importantes que la hausse des coûts. Si vos coûts de production augmentent de 5%, mais si vous augmentez vos prix de 30%, là, votre marge de profit, elle augmente fortement. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le transport maritime. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, si... CMA CGM, la grande compagnie de Rodolphe Saadé, a fait des bénéfices records qui lui ont permis de racheter BFM TV à Drahi, au passage. Donc il y a eu ça. Il y a eu le secteur de l'énergie, bien évidemment, qui en a profité. Et puis ensuite, dans un troisième temps, c'est tout le secteur de l'agroalimentaire qui a profité de ça. En disant, ouais, nos coûts augmentent. Oui, mais ils ont augmenté leur prix dans des proportions bien plus importantes que la hausse des coûts, entraînant ce que l'on a appelé des surprofits. On a entendu parler de ça. Ces surprofits, ce sont des profits qui sont dus non pas au résultat de votre activité productive, mais qui sont dus au fait que vous bénéficiez d'un effet d'aubaine, en quelque sorte. Vous profitez d'une situation. Et ces secteurs-là ont pu faire ça parce qu'ils sont dans des situations de monopole ou de quasi-monopole. Ou d'oligopole. L'oligopole, c'est quand il y a quelques intervenants sur un marché. Donc ça a été possible pour ces secteurs-là. Donc l'inflation, elle est due à ça. Les prix de l'alimentation, quand les prix de l'alimentation ont augmenté de 20%, c'est pas à cause de la guerre en Ukraine. C'est parce que les grands groupes de l'agroalimentaire se sont sucrés très largement. Donc voilà. Donc, l'idée d'une spirale prix-salaire, ça, les études montrent que c'est même le FMI ou la Banque mondiale qui a fait une étude, le FMI qui a fait une étude récente, qui avait montré sur une 60aine d'épisodes inflationnistes dans le monde, il y a une ou deux fois
où on a eu cette histoire de spirale prix-salaire, et encore, ça s'est arrêté très vite. Donc là aussi, c'est un argument qui est avancé par les néolibéraux. Pourquoi ? Rappelez-vous mon histoire de la cigale et de la fourmi, et du fait qu'il faut favoriser l'épargne. L'inflation, c'est l'ennemi de l'épargne. Parce que si vous avez placé 100 euros, s'il n'y a pas d'inflation, vos 100 euros d'aujourd'hui, dans un an, ils valent toujours 100 euros. Mais s'il y a eu 10% d'inflation, ben vos 100 euros dans un an, ils valent 10% moins. Vous pouvez acheter 10% de moins de choses que si vous les utilisiez aujourd'hui. Donc, l'inflation, c'est l'ennemi de l'épargne. Et donc, c'est pour ça toujours que les néolibéraux sont vent debout contre l'inflation. Parce que ça rogne, ça mange l'épargne. Et ça mange l'épargne, et donc ça mange l'épargne des plus riches en particulier, et ça va contre leur logique qui est il faut plus d'épargne pour pouvoir investir. Donc tout ça est très cohérent aussi. Et c'est pour ça que d'un autre côté, certains disent un petit peu plus d'inflation, ça a des côtés négatifs, l'inflation, évidemment. Quand les salaires n'augmentent pas, l'inflation c'est négatif. Mais si l'inflation augmente si la hausse des prix est de 5% et que vos salaires augmentent de 5%, vous ne perdez pas en pouvoir d'achat. En revanche, ça a des bénéfices pour l'État, par exemple, parce que la valeur de sa dette publique va diminuer. Donc quand vous êtes endetté, l'inflation, c'est bien, parce que ça réduit la valeur de vos dettes. Ça réduit la valeur de l'épargne si vous en avez. Alors qu'à l'inverse, très peu d'inflation, ça valorise la valeur de votre épargne, mais ça renchérit aussi le coût de votre dette. Donc il y a aussi tout ça à l'œuvre. Il y avait une question ici, si vous pouvez faire passer le micro peut-être. Merci. Moi j'avais envie de parler des entreprises, parce que ça m'a toujours frappé quand on parle de l'entreprise, et il y a une sorte de glorification de l'entreprise aujourd'hui. On parle toujours de la direction de l'entreprise. On ne parle jamais, ou très rarement, de ce qui fait la force de l'entreprise, c'est-à-dire la force de travail, c'est-à-dire la force productive, c'est-à-dire les salariés et les employés. Et je pense qu'il y a une chose qui est essentielle qui s'est fait ces dernières années, c'est tout ce qui a été la transformation du management de l'entreprise. C'est-à-dire cette espèce de management de la terreur où, en insécurisant profondément le travailleur, on se dit qu'on va le faire produire davantage. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez terrible et qui va de pair avec le fait de vouloir, par exemple, en finir avec le salariat pour qu'il n'y ait que des auto-entrepreneurs, qui va avec cette espèce de mythe, parce que vous parliez de fable, moi je parlerai aussi de mythe. Ah oui, ça marche aussi. De mythe de l'entreprise comme une aventure extraordinaire, comme des défricheurs de la modernité, comme des héros des temps modernes. Et je ne sais pas si vous partagez ce sentiment-là, mais moi, je suis frappé par ce discours-là. Et une dernière chose, quand on parle de l'assistanat, par exemple, des chômeurs, à côté, quand on subventionne les entreprises, on va parler d'incitation pour les entreprises. Oui, donc il y a une sémantique aussi qui est mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a dans l'histoire de l'aventure de l'entreprise, vous avez remarqué que maintenant on ne parle plus d'employés ou de salariés, on parle de collaborateurs. Voilà, mais les mots sont importants, parce que quand vous parlez de collaborateurs, on a l'impression qu'on a une relation horizontale. Ouais. Non. Il y a des liens de subordination dans l'entreprise, il y a un patron, il y a des employés, et les employés ne font pas ce qu'ils veulent. Etc., etc. Donc on essaie de gommer ça là aussi pour montrer que c'est un truc super positif. Et du coup, juste si je peux, du coup, le droit du travail devient un frein au développement de l'entreprise. Eh bien oui, parce qu'à partir du moment
à partir du moment... C'était le sens des lois El Khomri, si vous vous rappelez, de dire que la norme devait être à l'entreprise plutôt qu'à la branche, etc. Et c'était revenir justement sur cette notion de subordination, de lien de subordination. C'est-à-dire, en gros, on est au sein de l'entreprise, puis on va s'entendre tous parce qu'on est des collaborateurs, etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, ça, au contraire, ça permet de renforcer le pouvoir des chefs d'entreprise vis-à-vis de leurs salariés. Donc, l'idée, parce qu'en plus, c'est totalement contradictoire avec le fait que, en effet, on instaure un management un peu par la peur. Hein, alors, ça s'est développé aussi dans la sphère publique, hein, dans les services publics, hein, ce qu'on appelle le New Public Management. C'est l'introduction des normes de gestion d'entreprises privées dans tous les services publics. Regardez à quel point ça fonctionne bien à l'hôpital, à l'université, à l'école, de manière générale, etc., etc. Donc, oui, effectivement, il y a... En plus, c'est totalement contre-productif, ce truc-là. Hein, parce que ça part de l'idée qu'il faut pouvoir mesurer l'activité de tout le monde, voir si vous êtes productif, peu productif, rentable, etc., etc. Mais ce faisant, on passe le temps à fliquer les gens pour voir s'ils font bien leur boulot, mais on ne leur fait pas confiance. Hein, et donc, tout ça, ça crée ce que l'on voit, hein, du mal-être au travail. Ce n'est pas pour rien si en France, aujourd'hui, la productivité du travail diminue en valeur absolue. Hein, parce qu'il y a eu une phase de ralentissement des gains de productivité, c'est-à-dire la productivité du travail augmentée, mais de moins en moins vite. Là, sur les 2 dernières années, on est avec des gains de productivité négatifs. Et ça s'explique par plusieurs choses. Alors, il y a la généralisation de l'apprentissage, hein, qui fait que, évidemment, on emploie des jeunes qui sont moins productifs, mais c'est aussi le mal-être au travail, donc qui génère des problèmes de santé, etc., etc. Donc, il y a un tout là aussi cohérent, malheureusement, mais pas du tout efficace. Oui, mais c'est contre ça qu'il faut se battre. Tout à fait. Alors, il y a plein de... Je te laisse choisir, parce qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Comme ça, je ne prends pas la responsabilité, je me défausse de manière très courageuse. Oui, merci beaucoup. Pour rebondir du coup sur la première question, alors, je sais pas si, moi j'ai le sentiment que depuis la crise Covid, il y a quand même qui portait sur l'inflation, il y a quand même une contradiction dans le capitalisme, qu'en même temps, à la fois, l'inflation est vue comme quelque chose de mal dans le sens, effectivement, où ça rend l'épargne, mais en même temps, on a l'impression qu'avec l'attaque sur les droits sociaux, c'est une des dernières méthodes qu'a le capitalisme pour augmenter ses profits, en augmentant, étant donné que les contraintes naturelles et les limites planétaires font que la croissance du PIB est de plus en plus difficile, voire même maintenant qu'on va peut-être arriver en stagnation, voire même en décroissance, que la seule solution pour le capitalisme de augmenter ses profits, c'est d'augmenter la part de profit dans la production totale. Et pour cela, l'inflation, c'est un moyen de baisser les salaires réels sans toucher aux salaires nominaux. Mais du coup, on a l'impression qu'il y a une contradiction entre effectivement ce fait-là que l'inflation est en même temps utile pour augmenter les profits, mais en même temps que ça rend l'épargne. Et on a l'impression qu'il y a une concurrence au sein du capitalisme pour résoudre un peu cette question. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, non, mais ça, le capitalisme, il est pétri de contradictions. Hein, donc ça, il y en a plein. Effectivement, l'idée, et c'est là-dessus qu'ont joué un certain nombre de gouvernements, les gouvernements libéraux qui se placent, comme je vous disais, dans le sens des intérêts du marché, donc des intérêts des grandes entreprises capitalistes. Pourquoi elles ont refusé les hausses de salaire ou l'indexation des salaires sur les prix? Précisément parce que comme la production n'augmente plus, on a des taux de croissance assez faibles. Quand on était dans ce qu'on appelait la période fordiste, les années 50-60, on avait des taux de croissance assez élevés et il y avait un compromis, ce qu'on appelait le compromis fordiste, qui était que cette valeur ajoutée, donc c'est la richesse créée, hein, le PIB, il y avait un accord pour qu'il y ait une répartition qui profite à la fois
aux entreprises, aux profits, mais aussi aux ménages via leur salaire. Mais quand les taux de croissance sont devenus de plus en plus faibles, eh bien, la bataille pour le partage du petit peu en plus fait de plus en plus rage. Et la période néolibérale, c'est le moment où on a des gouvernements qui se sont mis du côté du capital contre le travail et contre les salaires. Donc, l'inflation, effectivement, dans ce cas-là, peut être un moyen, à court terme, de tordre la répartition en faveur du capital. Tant que vous empêchez les salaires d'augmenter au niveau des prix, eh bien, ça baisse vos coûts de production et ça permet d'augmenter temporairement vos profits. Mais je dis temporairement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, à force de ne pas augmenter les salaires, eh bien, les gens ne dépensent plus. Donc, on entend régulièrement « Ah bah tiens, au JO, les restos, on pensait on allait gagner plus. Bah non, bon, bah oui, mais à force d'augmenter les prix et des salaires qui n'augmentent pas, à un moment donné, globalement, au niveau macroéconomique, ça ne suit pas. La demande ne suit pas. » Donc ça, effectivement, le capitalisme et les capitalistes sont arrivent toujours à essayer de profiter du moindre chose qui peut apparaître négative pour essayer de le retourner à leur profit. Mais cette idée-là de bénéficier de l'inflation, c'est court-termiste. Parce que, à plus long terme, si vous asséchez la demande, c'est la branche sur laquelle vous êtes assis, la branche des profits qui... Oui. Oui. Oui, oui. Mais là aussi, c'est une fuite en avant. Parce que si vous arrivez à vendre plus à l'étranger, ça veut dire que d'autres arrivent moins. Donc, ça veut dire que vous transférez le problème à d'autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans l'Union européenne. On transfère le chômage, les uns gagnent et transfèrent le chômage dans les pays voisins, dans les supposés partenaires. Donc, et juste un truc que j'ai pensé, parce que je n'ai pas répondu, vous parliez des assistés, et effectivement, il faut bien avoir en tête que les premiers assistés en France, ce sont les entreprises qui reçoivent sous diverses formes environ 200 milliards d'euros par an de... subventions sous des formes ou d'autres. Donc c'est aussi la grande loi du capitalisme, c'est que c'est le mérite, c'est la concurrence, c'est la prise de risque. Ok, les entreprises, elles aiment la prise de risque quand c'est gagnant. Mais quand ça perd, là, très vite, on se tourne vers l'État en disant faut quand même nous dédommager parce que quand on joue, on aime bien gagner, mais on ne veut pas perdre. Et donc, maxime qu'on retrouve toujours, privatisation des gains, socialisation des pertes. Ça va revenir, mais on change un peu partout. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai entendu parler de la mise en place d'impositions sur les grandes entreprises à l'international, avec un taux d'imposition... un taux minimal de voilà. 15%, ouais. Voilà, et du coup, en fait, j'aurais voulu savoir si c'était possible de nous en parler un petit peu, sachant que j'ai pas entendu parler de mesures de politique sociale mises en place dans les pays, en fait, qui seraient mises en place en parallèle de cet impôt, quoi. Voilà. Alors, l'idée de cet impôt minimal international, c'est quelque chose qui a été long à se mettre en place, qui a été pas mal travaillé par l'OCDE, et notamment, je cherche son nom, voilà, Pascal Saint-Amand, qui a sorti justement un bouquin l'an dernier là-dessus, qui raconte que ça a été la cheville ouvrière, lui, au sein de l'OCDE, pour la mise en place de cet impôt mondial. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est d'essayer d'éviter les transferts de profits dans les paradis fiscaux et la concurrence fiscale que se font les pays entre eux, parce que cette concurrence fiscale, elle conduit à quoi ? Elle conduit à ce que globalement, les taux d'imposition diminuent. Puisque s'il y a une concurrence fiscale, les entreprises, elles peuvent réaliser leur production en France, mais vous avez des jeux de filiales
ou de maisons mères qui sont installées par exemple en Irlande ou pour le cas de l'Union européenne, et la filiale qui va en France paye des services plus ou moins fictifs à la maison mère, et donc du coup ça permet de rapatrier les profits dans un pays avec une taxation très faible. Bon. Donc l'idée, c'est un premier pas, hein, parce que ça va pas régler tout, mais l'idée et ce premier pas d'une taxation à 15%, une taxation minimale, c'est pour un petit peu atténuer, un petit peu limiter cette concurrence fiscale et cette évasion fiscale qui pénalise les États. Les États s'aperçoivent aussi qu'ils ont des gros manques à gagner de ce côté-là. Alors évidemment, si on peut aller plus loin, ce serait bien, mais avoir un accord international... bon. Alors pourquoi on a eu cet accord à 15%? On a mis un peu la pression sur certains paradis fiscaux. Ça a permis, ça ne pénalisait pas trop certains paradis fiscaux, et ça permettait par ailleurs à d'autres pays de dire tiens, s'il y a un impôt minimal à 15, je mets à 15, hein, j'avais à 20, je passe à 15. Donc au final, ça permet aussi à certaines entreprises de ne pas y perdre. Hein. Voilà. Donc après, je ne sais pas ce que vous vouliez savoir de plus sur cette initiative. Parce que dans le détail du détail, je ne serai pas en mesure de refaire tout l'historique, mais la logique est celle-ci. Hein. La logique globale, c'est d'essayer de limiter un petit peu l'évasion fiscale et le recours aux paradis fiscaux. Alors, après, l'argent qui est récolté, il dépend des pouvoirs politiques en place dans les pays, dans les divers pays. Et là, on n'a pas de prise. En revanche, il y a ce qui est compris dans cette mesure-là, c'est tous les pays ne sont pas obligés. Hein. Mais l'idée, c'est que si un pays ne souhaite pas mettre en place cet impôt-là, le pays, alors comment c'est le système, si une entreprise, une entreprise française par exemple, qui produit aux États-Unis, et admettons que les États-Unis ne veuillent pas prélever ces 15%, la France peut les récupérer. Donc il y a des choses comme ça, c'est plus compliqué que ça, mais la logique est celle-ci, pour permettre quand même qu'il n'y ait pas d'évitement, enfin en tout cas de limiter les évitements de ce genre de pratique d'évasion fiscale. Je ne sais pas où est le micro, voilà, il est là. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant, enfin, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Merci. Et j'avais plusieurs questions, je vais essayer d'en poser qu'une seule. Oui, vous m'entendez Il faut mieux? mettre le micro très près de la Oh bouche. là là, ok, ça change des autres micros. Ok. Je me demandais comment est-ce qu'on peut mettre en place une forme de protectionnisme dans l'euro. Est-ce qu'on risque pas d'avoir des sanctions de la part de l'Union européenne? Et je sais que la France insoumise a répondu qu'on devrait faire preuve de désobéissance civile vis-à-vis de ces sanctions économiques. Et je me demandais, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ça ne reviendrait pas presque à une sorte de Frexit de la part de la France? Voilà. Alors, Frexit, je ne sais pas, je ne pense pas, mais ce qui est vrai, c'est que la construction européenne, elle a été faite vraiment sur des règles, toutes les étapes depuis les années 80, hein, le grand marché commun, rappelons que c'est sous Jacques Delors, hein, président de la Commission européenne, socialiste, que tout ça a été mis en place, hein. Comme la libéralisation financière en France a été mise en place avec Pierre Bérégovoy, ministre des Finances socialistes dans les années 80. Je rappelle ça pour les plus jeunes, qui ne le savent peut-être pas. Mais la construction européenne, elle est faite sur des bases clairement néolibérales. Donc, si on veut s'affranchir du carcan néolibéral, à un moment ou à un autre, on est obligé de désobéir à des règles.
Parce que les règles budgétaires, vous savez, les fameux 3% du déficit public, hein, on ne doit pas dépasser 3% de déficit public, on ne doit pas dépasser 60% de dette publique rapportée au PIB, ça, ce sont des critères qui n'ont aucune signification économique, hein, qui ont été choisis comme ça au doigt mouillé, mais qui n'ont aucune, qui ne reposent sur aucune analyse économique qui justifierait ça. Ça justifie simplement le fait d'empêcher des politiques économiques publiques d'ampleur, tournées vers la transition écologique, vers un investissement public plus important, etc. etc. Bon. Pour le protectionnisme, c'est pareil. La logique de l'Union européenne, c'est on a créé un grand marché et on se fait tous concurrence les uns contre les autres en disant que la compétition de tous contre tous va apporter le bonheur à tout le monde. Donc, pour ceux qui se rappellent de ça, c'est un peu l'école des fans. Hein, c'est-à-dire que vous avez une compétition où tout le monde gagne. Bon, ben ça marchait à l'école des fans. Ça ne marche pas dans la réalité économique. Dans la réalité économique, vous avez toujours des gagnants, des perdants. Et donc, le jeu économique, il peut fonctionner quand les gagnants dédommagent un peu les perdants. Pour que les perdants disent, bon, ok, on continue à jouer parce qu'on ne perd pas. On ne gagne pas, mais on ne perd pas. Aujourd'hui, le néolibéralisme, c'est les gagnants gagnent de plus en plus et ne veulent plus dédommager les perdants. Et donc, vous voyez les soubresauts de plus en plus importants, les mouvements sociaux, etc. Parce que les perdants, ils en ont marre de trimer, de bosser en disant, nous, on fait grossir un gâteau et puis notre part, non seulement elle n'augmente pas, mais voire même elle diminue, hein, au profit de quelques-uns. Bon. Donc, pour changer d'orientation, on est obligé de désobéir. Mais ça, c'est pareil, c'est un rapport de force politique. Bon. Il y a quelques années, la Grèce a tenté, si vous vous rappelez de l'expérience de Syriza au pouvoir, hein, et du gouvernement d'Alexis Tsipras. Bon. Est-ce que la France serait condamnée à au même sort que la Grèce? J'ai tendance à penser que non. Hein, parce que si la deuxième économie de la zone euro et de l'Union européenne dit non, on va pas faire ça, évidemment, tout le monde, beaucoup d'autres vont pas être d'accord, vont râler, mais à un moment ou à un autre, se pose la question de est-ce qu'on prend le risque de faire tout exploser ou finalement on écoute ce que la deuxième économie, qui pourrait peut-être être suivie par d'autres, hein. L'Espagne, l'Italie auraient peut-être des intérêts communs, il y aurait peut-être des intérêts communs à trouver avec la France. Et est-ce qu'on, du coup, on rediscute certaines choses? Par exemple, les traités de libre-échange. Bon, les traités de libre-échange, là aussi, hein, ça repose sur une vieille doctrine économique du début du 19e siècle, ça. Hein. Ça s'appelle la théorie des avantages comparatifs d'un économiste anglais qui s'appelait David Ricardo. Et on fonctionne toujours là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, le commerce international, le libre-échange est bénéfique à tout le monde. Bon, on s'en aperçoit tous les jours à quel point c'est le cas. Donc, le protectionnisme, on peut... Alors, évidemment, ce serait plus simple de se mettre d'accord au niveau européen. Mais là, on commence un petit peu à comprendre. Parce que l'Union européenne, elle se retrouve entre, aujourd'hui, les États-Unis et la Chine, qui n'hésitent pas du tout à faire du protectionnisme, eux. La Chine s'est développée en protégeant son industrie. Aujourd'hui, les États-Unis reviennent à une politique assez protectionniste. Et nous, on est meilleurs que les autres. On dit non, nous, on est purs. Hein. C'est le libéralisme, pas de protection, la mise en concurrence, etc. etc. Et puis donc, du coup, on se fait dégommer des pans entiers d'industrie par les Chinois ou par les Américains. Bon. Là, on commence à comprendre qu'il y aurait peut-être un intérêt quand même à protéger certaines choses stratégiques. Donc, il n'est pas impossible que, alors ça ne va pas se faire demain, mais que à l'horizon de quelques années, il y ait des choses qui reviennent. Mais pour que ça se fasse vraiment, il faudrait arrêter de considérer que dans l'Union européenne, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est des partenaires, mais on est des partenaires qui n'arrêtons pas de se faire la guerre économique. Donc quand on est des partenaires, généralement, on s'entraide. On ne se fait pas la concurrence du matin au soir. Hein. Et donc le protectionnisme, il y a plusieurs façons de faire du protectionnisme. Le protectionnisme, ça peut être quelque chose de brutal, à la Trump quand il était au pouvoir,
mais ça peut être aussi quelque chose qui est concerté. C'est-à-dire, c'est de l'ouverture choisie. C'est-à-dire, OK, là-dessus, nous, on a une industrie qu'on veut protéger, on juge que c'est important, mais sur autre chose, on veut bien la hacher. Hein. Et ce sont des négociations politiques qui s'engagent, et puis un rapport de force qui permet d'arriver à tel ou tel résultat. Mais ça, c'est beaucoup plus du niveau politique que strictement économique. Hein. Alors, quand même, si on regarde sur l'histoire longue, hein, les pays se sont développés, tous les pays qui sont aujourd'hui les plus développés se sont développés grâce à des politiques protectionnistes, pas grâce à des politiques de libre-échange. Et en revanche, ce que l'on a constaté, il y a un économiste coréen qui est en Angleterre, qui s'appelle Ha-Joon Chang, qui avait écrit un bouquin là-dessus, qui s'appelait en anglais « Kicking away the ladder », ça veut dire retirer l'échelle. Et en fait, l'idée, c'était quoi ? Il prenait l'exemple des États-Unis et des pays européens au XVIIIe et XIXe siècle, en disant ces pays-là se sont construits, ont construit leur puissance à partir de politiques protectionnistes. Et une fois qu'ils sont arrivés leaders mondiaux, là, ils ont dit aux autres, non, mais en fait, la bonne politique, c'est le libre-échange. Hein ? C'est la mise en concurrence de tout le monde contre tout le monde. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est pas vraiment bien. Voilà. Et ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que quand vous voulez vous développer, vous faites des politiques protectionnistes, mais quand vous êtes au sommet de la hiérarchie économique, là, vous prenez le libre-échange. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez en compétition, en concurrence tout le monde, quand vous mettez une grosse économie qui est la plus solide et la plus forte au monde avec des petites fragiles, le produit de la concurrence, vous savez ce que ça va donner. Le fort va bouffer le faible. Et donc, c'est ça que l'on voit. Et donc là, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, ça je ne peux pas vous le dire, mais qu'au niveau européen ou même qu'au niveau français, sur certaines choses, on dise on ne veut pas, on peut mettre un veto sur certains accords de libre-échange. Donc rien ne l'empêche, c'est une décision politique. Hein. Donc je serais tenté de dire que tout est possible, que ça ne fera pas exploser l'Union européenne de dire on fait un peu plus de protectionnisme, et on peut réorienter certaines règles totalement absurdes. Hein. Bien sûr, ça ressort de la négociation politique et du rapport de force qui, je l'avoue, dans la période actuelle, n'est pas forcément en la faveur de politiques plus progressistes et plus orientées à gauche. Mais rien ne dit que ça durera éternellement. Je trouve ça juste dommage qu'on fasse pas un petit point historique parce qu'on a déjà eu un moment dans notre histoire économique, politique française où on a voulu mettre en place une économie de relance, une politique de relance keynésienne. Parler de la relance de 81. Ouais. Et ça n'a pas fini comme on le voudrait, quoi. Donc il me semble qu'on a beaucoup à apprendre de cet épisode-là. Et est-ce que justement cette volonté de relance keynésienne, elle se heurte pas à des limitations, et est-ce qu'il ne faut pas les avoir bien en tête, notamment le fait qu'aujourd'hui on est dans une économie extrêmement mondialisée en fait, et que du coup si on essaie de relancer la demande mais qu'on consomme beaucoup de produits chinois, étrangers, est-ce que du coup on va avoir vraiment l'effet escompté? Il y a toute la question du multiplicateur keynésien, il me semble. Et il me semble aussi que je crois qu'on s'est rendu compte qu'il fallait coupler une politique budgétaire à une politique monétaire. Or aujourd'hui, la BCE est indépendante, les banques centrales, c'est pas comme les États-Unis, quoi. On peut pas conjuguer les deux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des limitations à ce niveau-là? Si oui, lesquelles, et comment on peut y remédier? Alors, il y a évidemment des limitations, et puis que ce soit bien clair, il n'y a aucune politique économique qui n'a que des avantages. Simplement, il faut faire la balance entre les objectifs que l'on poursuit et ce qu'on est prêt à accepter comme contrepartie qui soit un peu moins positive. Bon, alors vous avez raison de dire qu'il y a les deux grands leviers de politique économique pour un État, c'est la politique budgétaire, donc on agit sur les recettes fiscales via la fiscalité, ou sur les dépenses via la dépense publique et l'investissement public. Et puis il y a la politique monétaire. Alors on est dans l'Union européenne, et dans la zone euro plus particulièrement, dans un système un peu bancal, puisqu'on a délégué la politique monétaire à une instance
indépendante des pouvoirs politiques et qui a même interdiction d'écouter les politiques. Alors ça a été fait aussi dans la logique néolibérale, pour dire on a une banque centrale indépendante, son objectif c'est lutter contre l'inflation, donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Donc bien évidemment, alors il faut voir que dans la crise, la Banque centrale européenne, elle a aussi mené des politiques qui ont contourné son mandat, notamment après la crise financière dans les années 2010, la politique du quoi qu'il en coûte de Mario Draghi, à l'époque président de la BCE, et ce qu'on appelait le quantitative easing, donc la banque centrale qui en gros finançait tout ce que les gens voulaient à un coût nul. Bon. Donc ça, c'était pas vraiment le mandat, donc elle a contourné un peu son mandat. Mais ce qui est vrai, c'est que du coup, les États n'ont plus d'action sur ce levier-là. Donc il y a une contrainte, puisque selon comment est orientée la politique monétaire, elle peut évidemment entrer en contradiction avec l'orientation budgétaire que vous donnez. Si on reprend alors, les politiques de relance, la limite des politiques de relance, c'est bien évidemment les importations. Parce que si vous distribuez plein de revenus, mais que ces revenus servent à acheter des produits importés, ça ne bénéficie pas à votre économie, donc l'effet il est nul, voire négatif. Mais là aussi, quand on parle de politique de relance, ce qu'il faut voir, c'est une politique d'investissement public. Donc quand vous faites de l'investissement public, ce n'est pas une politique de relance de la consommation comme on l'entend souvent. Ce n'est pas juste la consommation, on distribue des revenus pour que les gens consomment plus. La politique dont il est question, donc celle qui est défendue, qu'on défend, c'est une politique d'investissement public massif dans la transition écologique, dans les services publics. Et ça, sont des choses qui ne sont pas délocalisables. Investir aussi et promouvoir les entreprises, mais les PME et les TPE, souvent, ce n'est pas délocalisable. Donc, évidemment, il faut cibler, mais on peut éviter ces écueils-là. Et surtout, quand on parle politique de relance, faut pas se dire c'est juste augmenter la consommation. Non, c'est pas ça. C'est avoir de l'investissement public massif en direction de la transition écologique, en direction des services publics. Et ça a un effet d'entraînement. Parce que vous allez avoir, pour développer les services publics, je sais rien, pour développer la rénovation thermique des bâtiments, vous allez faire bosser des artisans locaux. Vous n'allez pas aller les chercher en Chine ou en Pologne ou je ne sais pas où. Donc, ce risque, il existe, mais il a des limites. Je termine, parce que je vois qu'il faut finir, sur un mot sur la relance de 81. La relance de 81, on a coutume de dire que c'était un échec. Elle commençait à porter ses fruits, certains fruits, mais elle a été aussi stoppée. Parce que, justement, c'est au sein du gouvernement, des gouvernements de François Mitterrand à l'époque, c'était l'opposition entre d'un côté la logique de l'or, qui l'a emporté, plus libérale, et une logique plus à gauche, qui finalement, l'arbitrage a été fait plus vers la logique libérale. Mitterrand à l'époque voulait absolument l'Europe, approfondir la construction européenne, arrimer l'Allemagne à l'Europe, et donc a fait tout un tas de concessions, notamment sur l'euro, notamment sur la Banque centrale indépendante, etc. Mais l'arrêt est aussi un choix politique plus que le produit d'un échec. C'est une expérience qui n'a pas été menée à son terme, qui a été arrêtée en cours de route parce que ils ont eu peur de leur ombre en fait, un peu. Voilà. On s'arrête là. Je vous remercie beaucoup.